Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. La France face aux doctrines de la haine portées par de jeunes convertis venus de la délinquance. Deux sénateurs PS et UMP, Barry Zachiari et Christian Cambon, invités du journal, sur une prise de conscience et sur l'unité nationale. Pierre Botton, également avec nous, il connaît bien le prosélytisme à l'intérieur des prisons françaises. Lionel Jospin attendu demain avec les propositions de sa commission pour la rénovation et la déontologie de la vie politique. Mais les élus n'ont guère apprécié une réflexion menée dans le plus grand secret. La saison des Nobel de chercheurs japonais et britanniques couronnés aujourd'hui pour leurs travaux sur les cellules souches. À qui le Nobel de la paix vendredi? Les noms d'Helmut Kohl et de Bill Clinton sont cités. Et celle qui a reçu le prix l'an dernier, on la voit, est l'invitée du 19h, Lema Gbowie, dont l'action féminine a libéré le Liberia de son dictateur Charles Taylor. 12 gardés à vue ce soir, mais d'autres suspects toujours recherchés par la police après le démantèlement d'une cellule terroriste radicale dont la plaque tournante semblait établie dans la ville de Cannes. La communauté musulmane, appelée à prendre ses responsabilités dès hier par le grand rabbin de France, se défend de tout laxisme. Le ministre de l'Intérieur souligne que le terreau de la doctrine de la haine antisémite se trouve dans certains quartiers et prisons. Marie Brémaud. Ce que je veux dire à vos auditeurs, ce que je veux dire aux Français, c'est qu'il s'agissait d'un groupe dangereux et déterminé à agir. Un groupe démantelé suite aux interpellations à Strasbourg, Cannes et en banlieue parisienne. Interpellations au cours desquelles le leader présumé Jérémy Louis Sidney a été tué, une arme à la main. C'était le plus âgé, 33 ans. Les autres membres ont entre 18 et 25 ans. Toutes ces personnes, nées en France et de nationalité française, sont en lien avec la mouvance radicale islamiste. De jeunes Français, pour certains, convertis à l'islam radical sur le tard. Ce qui surprend d'ailleurs, c'est la rapidité de leur radicalisation quelques mois. Radicalisation qui s'est opérée sur des forums, sur le net, dans des lieux de prière auprès d'imams intégristes ou en prison. 3 des interpellés ont un casier judiciaire. Un terrorisme à la française, né en France, souvent en banlieue, entretenu par un antisémitisme primaire, mais aussi le rejet de l'Occident. Pour Jérémy Louis Sidney, sa conversion à un islam radical s'est accompagnée par des séjours en Égypte et au Maghreb. La nécessité de l'unité nationale a été évoquée tout au long du week-end et par tous les partis politiques, par tous les responsables dans ce contexte. Mais la parole politique s'est libérée ce lundi sur d'autres sujets. Ainsi, Nathalie Kosciusko-Morizet a dénoncé dans le Figaro la présidence Hollande, règne d'amateurs, fade et triste, écrit-elle. Jean-François Copé lui donne raison ce soir en évoquant même une imposture. Le président du groupe PS au Sénat s'en prend à ce qu'il qualifie de charge violente et outrageante contre le chef de l'État. François Rebsamen, cité par ailleurs ce soir par Le Monde, juge que François Hollande tient trop sa parole sur les nominations dans la haute fonction publique. François Rebsamen regrette le maintien de beaucoup de membres de cabinet des gouvernements précédents à la tête d'administration. Lionel Jospin aujourd'hui à l'Élysée pour s'entretenir avec le chef de l'État à la veille de la présentation des travaux de sa commission. L'ancien Premier ministre a été chargé en effet de réfléchir à la rénovation et à la déontologie de la vie politique, mais le secret entourant les travaux de cette commission ont irrité plus d'un parlementaire de tous bords d'ailleurs. Cécile Sixou. Pas de fuite, rien ne filtre du travail à huis clos mené par la commission Jospin. Les parlementaires n'ont même pas été consultés alors qu'ils devraient être les premiers concernés par les réformes de cette mission. Exclus, ils sont critiques. Et je ne pense pas qu'un sujet aussi vaste que rénover la vie politique puisse se contenter d'une réunion à huis clos. Il aurait fallu effectivement entendre la voix de parlementaires. La voix de Philippe Marigny, en tout cas, a été entendue. En tant que président de la commission des finances du Sénat, il a eu le droit à un tête-à-tête avec Lionel Jospin. Pour lui, si cette commission a le mérite d'exister, elle aurait pu prendre le temps d'écouter un peu plus les élus. Je crois que la commission aurait pu prendre un peu plus son temps. Il n'aurait pas été choquant qu'elle prenne 3 mois de plus. Je crois que cela aurait plutôt renforcé l'intérêt et l'autorité de ces travaux. La manière Jospin ne plaît pas, bien différente de celle d'Édouard Balladur, chargé pour son comité de réfléchir au même sujet. Et de son temps, on auditionnait à tour de bras et en public. Il était dans une situation très différente de la commission Jospin.
car dans le comité Balladur, il y avait énormément de sujets qui étaient tout à fait nouveaux. Si même dans le camp socialiste, certains sont sceptiques, ils auront tout de même le dernier mot sur les réformes les concernant. Qu'il soit saisi d'une proposition toute ficelée maintenant de la Commission sur laquelle il ne puisse pas ensuite échanger. Mais dès lors qu'il aura toute liberté pour débattre et pour amender, très sincèrement, je ne vois pas un motif là à polémique. Les conclusions de la commission Jospin seront rendues début novembre. Martine Aubry exposée à une mise en examen dans l'enquête sur les dégâts provoqués par l'amiante dans notre pays. La juge d'instruction Marie-Odile Berthelage-Geoffroy l'a convoquée en effet comme ancienne directrice des relations du travail au milieu des années 80. Des dizaines de hauts fonctionnaires ont déjà été entendus dans cette enquête qui s'intéresse à l'action des pouvoirs publics face à l'amiante dont l'interdiction fut tardive en France. L'entourage de Martine Aubry souligne qu'elle n'a eu de cesse de renforcer la protection des travailleurs. On saura demain si les industriels bénéficient d'un sursis avant de faire disparaître le bisphénol de leurs emballages alimentaires. Le Sénat se prononce en effet sur un éventuel report de l'interdiction générale de cette molécule toxique déjà prohibée dans les biberons. Explication de Nathalie Guilbard. Le bisphénol A est partout dans notre quotidien. Conserve, canettes, une molécule invisible mais dont la production s'élève à 3 millions de tonnes par an. Alors difficile de s'en passer du jour au lendemain, du coup le Sénat a repoussé à 2015 au lieu de 2014 l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Une décision incompréhensible pour le fondateur du réseau Environnement Santé. Il y a urgence et je crois que les sénateurs n'ont pas peut-être encore bien compris, parce que c'est relativement récent effectivement, cet enjeu autour des perturbateurs endocriniens. Le bisphénol est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une substance qui perturbe le système hormonal. Une année de perdue, c'est une année effectivement qui va impacter la santé de toute une génération. Une exception tout de même en ce qui concerne son interdiction pour les contenants de produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. La Commission a maintenu la date de 2013, une bonne nouvelle pour la sénatrice Chantal Jouanneau, même si c'est encore insuffisant. Pour moi, il faut aller beaucoup plus loin dans cette loi, pas tant sur les contenants alimentaires pour tout le monde, mais surtout pour les enfants, et interdire purement et simplement, en tout cas poser le principe global, d'interdiction d'exposition du fœtus, donc de la femme enceinte et allaitante, et du nourrisson au bisphénol A. Même si la loi est repoussée à 2015, la France ferait figure d'exemple au niveau européen dans la protection contre le bisphénol A. Le texte sur le bonus-malus énergétique a été retiré de l'ordre du jour du Sénat. Il est renvoyé en fait à plus tard. Son adoption à l'Assemblée nationale en pleine nuit en fin de semaine dernière avait créé des remous à gauche, moins au sujet d'ailleurs des tarifs progressifs d'électricité que sur les facilités accordées à l'implantation d'éoliennes. L'UMP et le Front de gauche avaient d'ailleurs quitté ensemble l'hémicycle à l'Assemblée nationale vendredi soir. Le retrait de ce texte traduit au Sénat en tous les cas les difficultés de trouver une majorité. Une réaction peut-être de nos deux invités, de nos deux sénateurs, Barry Zachiari, une réaction sur le report de ce texte qui semble avoir du mal à trouver des voix du côté communiste au Sénat. Non, mais écoutez, la majorité n'est pas en cause. Je pense que sur les choses importantes, ils voteront avec nous. Tout ce que peut dire, ça, ce sont des textes qui sont importants, certes, mais qui ne mettent pas en cause la cohésion gouvernementale. Christian Cambon. Je pense que c'est peut-être la conséquence de la rapidité du gouvernement sur ce texte. J'ai eu pour ma part l'occasion de faire voter une loi sur la tarification sociale de l'eau. J'y ai travaillé près de 2 ans. Cette loi a été votée par le Sénat et par l'Assemblée. Je pense que ce sont des sujets importants et lorsqu'on se lance dans cela, il faut y réfléchir à 2 fois. La taxe, le système mis en place était une véritable usine à gaz et je pense que les parlementaires sont assez vigilants à ce sujet. Et un peu de travail en plus sera le bienvenu. Alors vous êtes avec nous pour évoquer cette prise de conscience nationale après l'arrestation de ces jeunes délinquants passés à l'action radicale et convertis à l'islam. Avec nous également Pierre Botton, qui connaît bien l'univers carcéral. Après votre expérience, vous êtes engagé personnellement pour l'amélioration des conditions de vie avec l'association Les Prisons du Cœur et vous connaissez bien également le prosélytisme derrière les barreaux. Donc je rappelle que Christian Cambon est sénateur UMP du Val-de-Marne et Barry Zachiari, sénatrice socialiste de Paris. Vous appelez aujourd'hui à la mobilisation contre l'islam radical. Sous quelle forme ? Eh bien moi, j'ai d'abord, hier, quand les personnalités de la communauté juive ont été reçues
à l'Élysée, en sortant, ils ont lancé un message en disant il faut que les musulmans s'expriment. Et j'ai considéré que je devais le faire aujourd'hui. Je me définis comme farouchement laïque et sereinement musulmane. Et j'ai considéré que ce message m'était aussi adressé. Vous avez été interpellé par le grand rabbin de France. Voilà, oui. Je ne sais plus quel est son nom, mais enfin, Gilles Bernheim. Voilà, ça m'a frappé. Et donc j'ai dit, bon, il faut absolument que je dise que l'antisémitisme est une impasse et que j'apportais mon soutien à la communauté juive, parce que trop, c'est trop. Et c'est pas acceptable. 2 affaires dans des délais restreints, l'affaire Mera, puis cette affaire récente. Il faut aussi souligner que l'affaire Mera a touché aussi des musulmans et que cet islam radical, c'est la négation de l'islam. Et donc, pour 2 raisons, parce que l'antisémitisme est une impasse et parce que cet islam dit radical ou dit salafiste est la négation de l'islam, je pense qu'il est temps que les musulmans disent leur désaccord avec... Mais ils l'ont toujours dit, toutes les organisations Mais ça, ce sont les organisations organisées. On ne peut pas les soupçonner de laxisme. Est-ce qu'il y a dans non, mais une la partie société alors civile, la communauté juive demande à ce que la société civile, que les musulmans, qui sont en nombre dans ce pays, puissent le dire. Les intellectuels, ceux qui sont en politique... Les élus. Les élus et vous avez envie de le dire fort. J'ai envie de le dire fort, oui. Et d'agir. Oui, et d'agir. Oui, il faut absolument arrêter. Il s'agit de 200 ou de 300 personnes, d'après le ministre de l'Intérieur. Et il faut absolument lutter contre ça, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas exogène, c'est endogène. Il s'agit de jeunes Français. Christian Cambon, qu'est-ce qui vous a le plus marqué eh bien, dans les arrestations de ce week-end, peut-être le profil de ces jeunes nés en France, donc un terrorisme né sur notre territoire. Oui, je pense que c'est ce qui est grave, car nous assistons à un véritable changement de nature de ces agressions, et notamment de ceux qui les commettent. Pendant longtemps, on a imaginé, on a pensé à juste titre que les faits que la France devait supporter étaient faits de réseaux internationaux, et maintenant on s'aperçoit que ce sont de jeunes délinquants français, pour certains convertis à la hâte souvent. À la hâte récemment, et qui, à mon sens, n'ont pas véritablement assimilé les valeurs de l'islam, qui sont des valeurs de paix, et il n'y a pas du tout dans leur combat l'esprit que moi je connais en tant que président de France-Maroc et la connaissance que j'ai du monde arabe. Donc je crois qu'il faut effectivement dénoncer dans l'Union, car c'est la France qui est attaquée dans son unité, dans son intégrité. Et je crois qu'il faut que l'on soit solidaire dans ces moments difficiles. Alors, Pierre Botton, sur les 12 qui sont gardés à vue ce soir, 3 ont un casier judiciaire, ce qui pose évidemment la question eh bien de leur endoctrinement lors de leur passage dans les prisons. Ouais. On va agrandir. Deux jeunes sont morts, agressés par 15 personnes dernièrement. Dans ces 15 personnes, je crois que 12 étaient passés en prison. Mohamed Merah, là aujourd'hui, cela. Quand est-ce qu'on va comprendre que les prisons françaises, c'est un problème de société pour tout le monde? Vous savez, le combat que je mène, c'est comme le sida il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on disait le sida, ça ne nous concerne pas, je ne suis pas homosexuel. Puis à un moment, ça a touché les hétérosexuels, puis là on est dit. Et on est en train d'avoir la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez, ces jeunes qui sont passés en prison, qui n'ont pas eu ce redressement nécessaire en prison, ceux qui ont été au contraire humiliés, qui se sont refermés sur eux-mêmes, qui ont appris à ne plus souffrir. Donc comme ils n'ont appris à ne plus souffrir, ils ne souffrent plus. Mais ils ne savent plus non plus ce qui est le bien et ce qui est le mal. De leur passage en prison. De leur passage en prison. À envisager une fin comme un martyr. De là à être endoctriné en prison, comme je l'ai vécu moi à Villefranche. J'ai entendu à Villefranche, lorsque puisque j'étais à l'isolement, j'étais dans le quartier disciplinaire, et j'ai entendu la nuit les gens se parler et être endoctrinés avec énormément de violence. Mais je vais vous raconter une autre petite anecdote. On allait à Nanterre, vous savez, on allait à Nanterre avec Jamel Bourras, avec tout un ensemble de gens, et on demandait aux détenus qui étaient là, 200 détenus, qui est-ce qui veut voir un imam? 200 mains se sont levées. 200 mains se sont levées. Pas d'imam. Pas d'imam. La question, c'est pas la demande de l'imam. La question, c'est quel imam? Non, et que l'endoctrinement... Excusez-moi, il y a déjà quand même la question de l'imam. Entre eux déjà. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas assez d'aumôniers dans les prisons, comme il n'y en a pas assez dans les hôpitaux. Et donc là, il y a peut-être un travail à faire sur la formation même de ces imams. Christian Cambon. Il est évident qu'il y a
un problème au sein des prisons, ça a été identifié à de nombreuses reprises. Je pense que les conditions d'incarcération qui mélangent souvent des peines courtes à des peines plus longues, une promiscuité à l'intérieur des prisons pose manifestement problème. Monsieur Mera avait été incarcéré et on dit que c'est à ce moment-là que son endoctrinement a basculé de manière dangereuse. Je pense malheureusement, étant maire de banlieue, qu'il n'y a pas non plus que ce problème. Moi, je vois des tentatives d'un certain nombre d'imams, et Barry Zakari a raison de dire pas tous les imams, évidemment, mais il y a un certain nombre de langages qui sont tenus et de gens qui essayent de pénétrer dans des structures d'accueil de la jeunesse dans nos communes. Nous avons des exemples assez précis d'un danger qui est assez récent. On voit bien qu'il y a une mutation, il se passe quelque chose en ce moment et donc il est absolument nécessaire de voir si le législateur peut faire quelque chose. C'est ce que le gouvernement Fillon avait fait, c'est ce que le gouvernement actuel va faire. Et je pense que c'est une bonne chose car il y a dans l'association de malfaiteurs avec une volonté de mêler le terrorisme et la délinquance un véritable danger. Eh bien, je crois qu'il faut que la nation se mobilise. Oui. Alors, Pierre Breton a parlé des jeunes humiliés en prison. Oui. Certains disent qu'ils le sont avant même d'entrer en prison. Mais là, on parle de ces jeunes délinquants. Oui, bien sûr. Ils ont ce sentiment-là, ce ressenti en tous les cas. Non, c'est pas un sentiment, Monsieur Grossière, c'est une réalité. C'est une réalité. Je parlais de l'humiliation qu'ils expriment avant d'entrer en prison. Pardon. Alors, avant d'entrer en prison, peut-être un mot. Les prédicateurs sont des illuminés, mais ils embrigadent des jeunes sur un terreau qui est maintenant un terreau possible, puisqu'il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux, et donc on trouve là des jeunes qui se laissent aller à ce genre de choses. Et il y a aussi surtout les convertis, qui se comportent comme des zélotes, et qui, comme tous les zélotes, en font plus pour prouver quelque chose. Et donc ça aussi, c'est extrêmement dangereux. Sans connaître les fondements de leur religion. Mais ils ne la connaissent pas, leur religion. Ils ne la connaissent pas. C'est impossible. On ne peut pas être musulman et se comporter de la sorte. Et il y a autre chose, dans ce que disait mon collègue Christian Cambon, c'est de l'islamo-banditisme. Sous couvert d'islam et de religion, il y a de la délinquance pure et du banditisme pur. Donc c'est tout un mélange et il faut vraiment faire attention. Ce sont des jeunes dont on raconte qu'ils passent de 15 à 18 heures sur Internet. Donc ce sont des jeunes qui n'ont rien, ils ne sont généralement ni en couple, ni en réseau d'amis, ils sont solitaires, ils n'ont pas de projet dans leur vie, et ils trouvent brusquement une pseudo-raison qu'ils imaginent spirituelle pour se lancer dans la délinquance et essayer de se cacher derrière tout ça. Et c'est à mon sens là où le danger est grand, puisqu'on sait que nombre de nos jeunes de banlieue sont privés justement de ces projets d'insertion. On revient dans les prisons, Pierre Breton, sur cette humiliation que vous évoquez et que vous confirmez. Oui, ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on leur propose. Voilà, je pense qu'on a l'occasion, lorsqu'ils sont incarcérés, de leur montrer que la société peut leur proposer autre chose. Et ce qu'on leur propose, c'est pas de douche, c'est des cafards, c'est la télévision 24 heures sur 24, c'est pas d'encadrement, c'est des humiliations, c'est les fouilles. Les fouilles corporelles sont interdites, elles continuent. Il y a encore une condamnation du Conseil d'État sur la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse, c'est sans cesse. Et si vous voulez, ce rapport qu'ils ont avec ce qui est l'autorité, donc l'autorité pénitentiaire en prison, fait forcément qu'ils sont en réaction et quand ils sortent, ils sont violents. C'est pas une excuse, c'est juste pour expliquer. Il est temps de s'en occuper et il est temps que les élus, et je suis vraiment très content qu'il y ait des élus de deux tendances, que les élus de toute tendance prennent conscience que c'est un problème majeur. C'est un problème vraiment majeur. Vous plaidez pour des prisons plus humaines, mais il y a une polémique qui est censée se relancer d'ailleurs avec la ministre de la Justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là, si on vous suit, opter pour des alternatives à la prison? Mais moi, je suis complètement d'accord sur les alternatives. À partir du moment où monsieur est un maire de banlieue, où le gars, quand il a pris 1 an avec sursis, on lui demande pas de faire 1 heure de travail, on le remette pas dans sa cité. C'est un truc, c'est comme si vous mettez un alcoolique au milieu de votre cas. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il replonge. Au contraire, il faut le mettre dans un centre de probation où il va être le soir avec sa famille chez lui et la journée, les juges d'application des peines vont l'obliger à être de 8h à 19h dans un centre où on va le reformer, lui refaire comprendre. Pour être clair, pour vous, la privation de liberté n'est pas une humiliation, parce que là, on parle de délinquants qui vont en prison à la suite d'un jugement. Jamais. Mais jamais. Là,
je dis toujours qu'il doit... Moi, je suis le premier à reconnaître que je méritais d'aller en prison. Non, pas du tout. Je dis que la privation de liberté doit être la seule peine et que derrière cela, il faut mettre du contenu. Du contenu. Ces jeunes, ils n'ont pas de contenu. Quand ils sont en prison, ils n'ont pas de contenu. Ils sont dans la télé, on les laisse, on les entrepose. C'est une honte ce qui est en train de se passer. Et on récolte ce qu'on est en train de semer, c'est tout. Je dois dire qu'en dehors de la prison, ces jeunes qui ont des doutes sur leur insertion dans la République pensent trouver des réponses faciles auprès de ces prédicateurs et de ces groupuscules. Et il se trouve une raison d'exister. Une raison d'exister. Offrons-leur une raison d'exister. Offrons-leur de l'emploi. Je pense que voilà, l'emploi, c'est important. Et peut-être qu'avec ces nouveaux emplois qui viennent d'être créés, peut-être qu'il y aura des actes qui seront en réduction, en diminution. Il y aura moins de tentatives d'aller vers ces prédicateurs. Baréza a tout à fait raison. Je voudrais aussi ajouter une autre dimension, c'est la dimension des familles vis-à-vis de ces jeunes. Moi, je rencontre des familles qui sont désespérées ou des familles qui ont baissé les bras. Moi, j'ai eu un père qui m'a proposé de prendre son enfant définitivement. Il n'en voulait plus. L'enfant avait 13 ans, il l'avait frappé. Il n'en voulait plus. Il est venu dire au maire, vous vous en débrouillez, moi, je ne m'en occuperai plus. Et donc là, il y a une prise de conscience, une aide certainement, mais aussi à recadrer un certain nombre de choses. Merci à tous les trois d'avoir participé donc à ce débat sur les événements de ce week-end. La saison des Nobel maintenant, un Japonais et un Britannique ont été récompensés aujourd'hui en médecine pour leur recherche sur les cellules souches. À la fin de la semaine, on connaîtra le Nobel de la paix 2012, alors que nous allons recevoir tout de suite le Nobel de la paix de l'an dernier, Leymah Gbowee, dont l'action avec les femmes de son pays a permis de mettre fin à une guerre terrible et de chasser le terrifiant Charles Taylor du Libéria. Christophe Garnier. Situé en Afrique de l'Ouest, sur la côte atlantique, près du Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, le Libéria est l'un des 10 pays les plus pauvres du monde. Il sort tout juste de l'une des plus sanglantes guerres civiles d'Afrique. Entre 1989 et 1996, plus de 150 000 personnes ont été tuées et près d'1 million d'autres ont été déplacées. L'armée de Charles Taylor, qui avait déclenché l'insurrection, s'imposait par la terreur. Le viol était souvent pratiqué et les enfants souvent transformés en soldats. Après 2003, le pays commence à se reconstruire avec l'aide de l'ONU. En 2005, Ellen Johnson Sirleaf est déclarée vainqueur de l'élection présidentielle avec 59,4% des voix. Elle devient ainsi la première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays d'Afrique. C'est donc Leymah Gbowee que nous recevons ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Welcome, merci d'être avec nous. Notre force est infinie, c'est le titre de votre livre que publient en France les éditions Belfond. Est-ce que vous saviez que votre force était infinie avant de vous lancer contre les méfaits de Charles Taylor? J'ai toujours su que les femmes ont un pouvoir, ont une force. Et j'ai grandi dans une famille de 5 filles, pas de frères. Et dès mon enfance, j'ai été socialisée en apprenant que j'avais des pouvoirs pour me protéger moi-même, oui. Donc vous avez voulu utiliser ces pouvoirs, quand même une force pacifique qui est venue à bout d'une force de la répression, de l'humiliation, de l'oppression. La guerre a fait 250 000 victimes dans votre pays. Le jeu était forcément inégal. Oui, tout à fait. Mais une chose était claire dès le départ, c'est que nous avions un combat que nous devions combattre. Nous avions deux possibilités. Nous asseoir et mourir ou nous battre et mourir. On savait qu'on allait mourir et on a décidé que ce qu'on souhaitait laisser comme message en tant que femme du Libéria, c'était notre lutte. Mais comment nous battre? Comme les hommes avec des armes ou souhaitions-nous utiliser la non-violence? Ces corps qui ont été violés, est-ce qu'on voulait les mettre en avant pour que l'on voit que même dans notre douleur, nous souhaitions transformer notre société? C'est ça qui était important pour nous. Votre volontarisme que l'on sent là sur ce plateau, votre volonté, vous avez tout de suite su qu'elle allait être partagée par les autres femmes de votre pays. Ça vous a semblé naturel? C'était naturel parce que
ces douleurs étaient ressenties, quelle que soit l'ethnie. Le viol et les abus se préoccupent peu de la religion chrétienne ou musulmane. Donc il était temps de nous battre pour la paix. Les femmes savaient qu'il fallait qu'on se batte pour la paix. On a été les seuls à ne pas utiliser la violence au moment de cette guerre. Vous restez aujourd'hui déterminé. D'ailleurs, vous avez des mots assez durs parce qu'il y a la co-titulaire du Nobel de la paix, hein, qui est aujourd'hui la présidente de votre pays, et vous critiquez, vous dénoncez l'échec aujourd'hui. En fait, beaucoup de choses demeurent dans votre pays. Les massacres ont disparu, fort heureusement, mais le népotisme, la corruption sont toujours là. J'ai le sentiment que c'est un devoir moral de ma part de m'élever contre cela. J'ai été silencieuse, pas parce que j'étais d'accord avec la manière dont les choses se passaient au Libéria, mais j'espérais en silence et je priais pour que les choses changent. Mais cela fait 1 an depuis la dernière élection, 1 an depuis que nous avons reçu toutes les deux le prix Nobel de la paix, et en 1 an, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc il est temps maintenant de parler. Et je pense que lorsque l'on fait partie du système, il vaut mieux être critique que de saluer ce qui est fait. Et je pense que le moment est venu de parler. Il y aura peut-être des répercussions, peut-être, mais est-ce que je regrette? Non, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire de ma vie, parler pour la justice sociale, pour la paix. Et si les choses clochent, c'est nous qui avons soutenu Mme Sirleaf et c'est nous qui devrions pouvoir l'aider à avoir la voix pour des réformes pour le Libéria. Parler, mais éventuellement agir à nouveau? Eh bien, si cela devient nécessaire, très certainement nous agirons. Mais pour l'instant, nous espérons encore qu'elle comprendra, qu'elle écoutera et qu'elle fera les changements qui sont nécessaires que nous espérons. Si ce n'est pas le cas, eh bien, encore une fois, il incombera aux femmes d'agir. Quand vous regardez le monde aujourd'hui tel qu'il va, où, selon vous, les femmes doivent-elles et peuvent-elles redresser la tête? Si l'on regarde la façon dont va le monde aujourd'hui, je pense que quelles que soient les sphères dans notre monde, nous avons joué un rôle critique. En Afrique, au niveau tout à fait fondamental, vous avez des femmes qui parlent des droits moraux, des choses importantes. Et même au milieu du terrorisme, les femmes ont pu parler et dire qu'elles allaient protester contre la manière dont elles étaient traitées. Donc, nous parlons pour nos droits et au cours des dernières décennies, nous avons levé la tête bien haut. Je vais vous poser une question qui peut paraître anecdotique, mais les conséquences ne l'ont pas été. Comment est-ce que l'idée d'une grève du sexe vous est venue? L'idée de la grève du sexe n'était pas une idée originale qui est venue de moi. C'est venu d'une femme musulmane qui a dit qu'il y avait trop d'hommes qui étaient des combattants et il y avait de bons hommes qui ne se battaient pas. C'était les hommes qui étaient des maris, des frères. Et si on pouvait exercer une pression sur ces hommes en refusant le sexe, peut-être qu'ils pourraient obliger leurs amis, les autres hommes, à déposer les armes. Et on savait que si on utilisait le mot de sexe, tous les médias prêteraient attention à ce qu'on aurait à dire et ça a été une stratégie extrêmement efficace. Ça a été payant, en effet. Vous avez eu une préférence pour le Nobel de la paix de cette année qui sera décerné vendredi? Une envie, un nom? Je ne dirais pas de nom, mais je souhaite que ce soit une femme. J'ai le sentiment que tout le monde a fait du bon travail, mais le nombre de femmes est encore un petit peu plus bas que celui des hommes qui ont reçu le prix et j'espère qu'il y aura une nouvelle femme qui sera reçue dans ce club des lauréats du prix Nobel. Auquel vous appartenez maintenant. Merci beaucoup. Donc ce livre, Notre force est infinie et vous l'avez démontré de quelle manière éblouissante dans votre pays, le Libéria, même si on a compris, il y a encore beaucoup de problèmes chez vous. Merci à vous. Aux éditions Belfond, donc votre récit. À bientôt. Je vous retrouve demain à 18h pour Preuve par 3. Notre invité sera Jean-François Copé. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal de Public Sénat. Bonsoir. Monsieur, je suis procureur de la République. Je vous reçois pour vous expliquer ce que je vous reproche et
pour vous dire surtout que vous allez être jugé en comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil. Trafic, vol, agression, tous les crimes et délits commis dans un département sont signalés au parquet. Plongez au cœur du palais de justice de Créteil, en région parisienne, pour comprendre le quotidien plutôt chargé du substitut du procureur. L'avocat de la loi, le quotidien d'un procureur, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.